Bonsoir. Donc, comme il a été dit, je suis ici en tant qu'historienne de la psychiatrie. Le livre que j'ai fait paraître il y a 2 ans, L'homme qui se prenait pour Napoléon pour une histoire politique de la folie, a un sous-titre qui est un peu plus éclairant que le titre. Histoire politique de la folie qui est double et qui, dans le livre que j'ai fait, concerne exclusivement le XIXe siècle. Je vais juste dire un mot de ce... Je ne suis pas là pour faire la promotion de mon ouvrage, mais je veux juste dire un mot de ce livre pour justifier aussi ma présence, d'abord à cette table, d'une part, et d'autre part, l'éclairage, en quelque sorte biaisé, ou en tout cas orienté, que je donne à ma lecture et à ma visite de l'exposition. Une histoire politique de la folie s'inscrit dans le sillage, à la fois dans le sillage et non pas en contradiction, ni en contradiction ni en opposition, mais disons en discussion avec le travail de Michel Foucault, bien sûr, qu'on cite toujours à raison pour un certain nombre de motifs très, très valables, comme étant le grand livre sur la question. Ce qui m'a intéressé dans ce sujet, c'est de savoir, si on veut le résumer par une question qui soit un peu générique et à la fois facile à comprendre, c'est comment est-ce qu'on délire l'histoire. Si je rappelle la question essentielle de ce livre, c'est qu'évidemment, comme je le disais, elle explique aussi ma présence ici, puisque quand j'ai découvert, grâce à une amie commune qui nous a mis en relation, le travail d'Uriel Orloff, pour moi, d'abord, ça a été une découverte. Je ne connaissais pas Der Yassin, contrairement à beaucoup de gens qui connaissent. Moi, je ne connaissais pas. Évidemment, l'histoire m'a paru d'autant plus frappante que je venais de faire ce travail et que je fais actuellement avec Martine Der, qui est dans la salle, cinéaste, un film avec Jean Houry, qui est un des grands pionniers de ce qu'on a appelé la psychothérapie institutionnelle. C'est la deuxième raison, en fait, pour laquelle je suis ici, parce que, d'une part, je fais un travail dans les archives pour essayer de comprendre comment est-ce que, d'une part, la politique ordonne la psychiatrie, qui est une discipline que je dirais une discipline d'État, et d'autre part, qui est une question tout à fait différente, mais qui ne peut pas être séparée de la première, à savoir qu'on a tous des inquiétudes politiques, y compris les gens qu'on enferme dans les asiles au XIXe siècle. Qu'est-ce que disent ces inquiétudes politiques? Comment est-ce qu'on peut les interpréter? Ou plutôt, comment est-ce qu'on peut lire le discours du psychiatre qui interprète déjà, même s'il le reproduit, le discours du fou. Donc c'est au fond ce que j'ai essayé de faire, et ce que je continue d'ailleurs toujours de faire, c'est d'analyser un certain nombre de strates de discours. Vous comprenez que si je dis ça, c'est évidemment aussi en lien avec l'exposition, puisque m'a beaucoup frappé dans le travail d'Uriel Orloff une idée que je dirais à la fois de juxtaposition, de dissociation, qui m'intéresse beaucoup. J'y reviendrai tout à l'heure. Le travail que j'ai fait dans les archives au XIXe siècle, c'est à la fois très déconnecté de notre époque et très en résonance avec elle. Parce que mon travail s'étendait déjà, c'était une période colossale, puisque c'était de 1789 à 1871, pour des raisons historiques évidentes, de la Révolution française à la Commune, dans une France et dans une ville, plus exactement Paris, très centralisée, centralisatrice, où il y a eu beaucoup de révolutions et beaucoup de régimes qui se sont succédés. Alors, ces différents délires politiques, j'aurai pas le temps d'en parler, puis c'est pas l'objet, mais si vous voulez, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre fondamentalement ce qui lie le politique et le pathologique, en quelque sorte. Je m'interroge notamment dans ce livre, pourquoi est-ce qu'on dit, par exemple, la raison d'État? Au fond, il y a quelque chose là qui me paraît intéressant. Je m'interroge sur le fait aussi qu'on attribue toujours aux révolutionnaires une attitude pathologique,
hein, que c'est toujours dans un seul sens. Pourquoi les Versaillais, qui au fond ont massacré les communards, sont jamais traités de fous, tandis que c'est toujours le révolutionnaire, celui qui veut renverser l'ordre établi, qui serait qualifié de fou. Je vous donne évidemment les très grandes lignes, c'est pas aussi simple que ça, et les psychiatres ne sont pas non plus ce qu'on croit un peu trop souvent, des bourreaux qui enfermeraient les séditieux. Et ça c'est évidemment un cliché dans lequel il ne faut pas tomber. Ça, c'est la première partie de mon travail. La deuxième que j'ai entamée il y a finalement très peu de temps, donc à la faveur à l'occasion de ce livre, j'ai rencontré un homme que j'admire énormément et dont je connais les ouvrages depuis de nombreuses années, qui est donc Jean Houry. Il se trouve que je l'ai vu avec Martine Der, qui est dans la salle hier, et que je lui ai donné le catalogue de l'exposition. Et il était évidemment très intéressé par ce travail, pour une raison qu'on peut comprendre assez facilement. Je vais simplement reprendre rapidement, historiquement, pourquoi ça peut l'intéresser au premier chef. Jean Houry, je le disais tout à l'heure, est un des très très grands pionniers de ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Cette expression contient elle-même le sens qu'elle veut bien diffuser, c'est-à-dire que, en gros, autour déjà des années 30, mais surtout au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de psychiatres, qui d'ailleurs, dont François Tosquelles, catalan, et membre du POUM, c'est très important, ont questionné l'institution et ont considéré que ce qu'il fallait soigner, c'était l'hôpital. Donc c'est évidemment, là, dans une exposition comme celle-là, c'est évidemment d'une pertinence extrêmement frappante. La psychothérapie institutionnelle, qui est donc un mouvement qui a commencé, j'ai dit, dans les années 30, mais qui s'est surtout développé dans l'immédiate après-guerre, avec Jean Houry, qui a travaillé pendant 2 ans à l'hôpital de Saint-Alban, où travaillait François Tosquelles. Jean Houry, qui ensuite est allé à la clinique du Saumery dans le Loir-et-Cher, et qui enfin a fondé la clinique de Laborde, bien connue, dont on dit un peu trop souvent à mon goût qu'elle a été fondée par Félix Guattari. Ce n'est pas vrai, bien qu'il travaillât dans le lieu. Donc en 1953, c'est-à-dire il y a exactement 60 ans. Et Laborde existe toujours, et toujours en activité, bien entendu, et a développé je ne sais pas comment dire, une méthode, disons, pour, et je cite Jean Houry, dont évidemment le cœur du problème étant de modifier le milieu. Modifier le milieu, modifier les structures, modifier l'ambiance, afin qu'il y ait de la circulation, afin que, pas seulement que la folie puisse s'exprimer d'une façon comme ça, il n'y a rien de romantique dans ce projet, mais il y a au contraire des déplacements extrêmement subtils, extrêmement sensibles dans la façon d'appréhender les psychopathes et, comme dit Jean Houry, les normopathes. Parce que, évidemment, s'il y a des psychopathes, il y a des normopathes. Et il dit souvent que c'est bien pire. Alors, modifier le milieu, modifier la structure, ça revient évidemment à dire interroger l'hôpital, interroger la hiérarchie, interroger les modes de domination, interroger la façon de faire un diagnostic. Enfin, c'est un mouvement qui a toujours son potentiel révolutionnaire. Je pense que c'est d'autant plus important à souligner et à rappeler aujourd'hui que la psychiatrie est dans un état de délabrement très avancé. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité avec le dernier plan pour l'autisme, par exemple. Un dénigrement extrêmement violent de la psychanalyse, qui évidemment fait partie de toute la méthode de la psychothérapie institutionnelle. Donc la pensée de Jean Houry est, à mon avis, et je ne suis pas la seule à le penser, une pensée d'une actualité, d'une nécessité très grande, en particulier aujourd'hui. Quand je vois évidemment une exposition comme celle d'Uriel aujourd'hui, ça me frappe évidemment d'autant plus, puisque Der Yassin, comme vous avez compris, est ce village palestinien qui a été massacré et sur lequel a été installé, en quelque sorte,
un hôpital psychiatrique, en particulier pour les victimes de l'Holocauste, au début des années 50, et qui maintenant s'occupe en particulier de ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem, c'est ça ? Voilà, qui est en gros ce qu'on appelait le délire religieux autrefois, et cette façon de s'identifier à des grands personnages spirituels ou religieux. La chose est d'autant plus frappante, évidemment, que là, on a du traumatisme sur du traumatisme. Il y a une sorte d'empilement du traumatisme et d'empilement du déni, hein, du déni d'un holocauste, ou d'holocauste au pluriel. Quand j'ai vu l'exposition le jour de l'ouverture et que j'ai lu le catalogue et notamment la contribution d'Ilan Pappé sur l'histoire de Der Yassin, j'ai été d'autant plus frappée par la façon dont Uriel avait distribué en quelque sorte les images, le texte et les trous qu'il peut y avoir entre les silences, ce qui est écrit et ce qui est montré. Ce qui m'a paru, mais c'est une interprétation personnelle, ce qui m'a paru être aussi très intéressant par rapport au fait que, si j'ai bien compris, on peut très difficilement accéder à ce lieu et qu'il y a encore une forme de chape de plomb qui pèse sur cet endroit. Chape de plomb qui, en général, pèse sur la plupart des asiles déjà, au départ, où qu'on soit, mais sur celui-là en particulier. Vous avez sans doute vu le mur au premier étage où sont inscrits en hébreu, en arabe et en anglais les différents symptômes. J'étais avec une amie le jour de l'ouverture et elle me disait on dirait que c'est comme la censure, hein, c'est les mots qu'on a laissés après qu'on a censuré un texte. Donc, dans toute l'exposition, entre des images muettes, une sorte de théâtre des images, le son, la visite guidée dans la salle où on ne fait que, évidemment, imaginer quelque chose, avec il y a presque une forme presque ironique hein, dans le guide qui nous promène en quelque sorte à Der Yassin. J'ai trouvé que toutes ces dissociations, ces silences organisés de unmade film, hein, il faut bien comprendre. Alors là, j'aurais sans doute des questions à poser à Uriel, de savoir si unmade film, est-ce que c'est aussi un film infaisable ? Moi, ça m'intéresse d'un point de vue, évidemment, d'historienne et pas d'artiste. Qu'est-ce que l'artiste fait d'un certain matériau ? Qu'est-ce que l'historien est toujours tenté de faire, c'est-à-dire de combler hein, les silences qui sont exposés et de verser, évidemment, ce que Uriel a soigneusement évité, verser dans une forme documentaire, à la fois d'un lieu et d'un événement. Alors, pour moi, c'est très impressionnant de voir une exposition comme celle-là, au moment où, moi-même, j'ai passé mon temps, enfin, je passe ma vie, à vrai dire, dans des archives et dans la poussière. On peut considérer aussi que le travail de Uriel, c'est aussi une certaine manipulation archivistique, on peut le considérer comme ça. Et c'est d'autant plus frappant pour moi que, en ce moment, avec Martine, on prépare ces entretiens à la Borde, c'est-à-dire justement de mettre de la parole, de mettre du lien, de mettre des images, de faire un film qui ne soit pas infaisable, mais nous ne sommes pas des artistes précisément, avec Jean Houry pour parler de toutes ces questions. J'aurais mais bon, on peut pas tout faire et toujours prévoir la chronologie, même si on est historien.
J'aurais aimé avoir déjà fait ce film sur Jean Houry pour qu'on puisse en parler avec plus de précision. Mais je me situe en tout cas à ce lieu-là, hein, entre une interrogation spécifiquement historique, un regard sur une exposition, et donc sur une façon de montrer, et une actualité, alors une actualité que je dirais politique. Alors, je ne parle même pas, évidemment, de l'actualité politique de ce qui se passe en Israël, bien entendu. Actualité politique, à la fois internationale, évidemment, mais actualité politique par rapport à l'histoire de la psychiatrie et ce qu'elle est devenue. Je vais dire encore un dernier mot, j'ai pas pris ma montre, donc je ne sais pas si je déborde ou pas. Je vais juste encore dire un mot là-dessus. Il y a une chose qui me frappe énormément dans l'histoire de la psychiatrie depuis, alors ce qu'on va dire être sa naissance, qui est une naissance commode, on date la psychiatrie française de Philippe Pinel, qui est le mythique libérateur des aliénés à Bicêtre, c'est-à-dire que on a pris ce geste qui est un geste en réalité qui n'a pas été produit exactement comme on l'a dit, qui s'est fait sur plusieurs années, qui n'a pas été fait par Pinel lui-même, mais par le surveillant qui s'appelait Pussin. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que cette fameuse libération des aliénés, cette invention de ce que Pinel a appelé le traitement moral, c'était, alors évidemment en français, moral, ça veut dire moral de façon éthique, hein, moral ou moralisateur, et puis moral, ça veut dire mental. Bon. Il faut évidemment l'entendre, il faut l'entendre évidemment de la façon traitement mental, mais surtout ce que Pinel a essayé de faire, donc dans les années 1800, enfin au moment de la Révolution, dans les années 1800, c'est ce qu'on appelle le moment 1800, c'est de reprendre langue avec la folie. C'est une chose que Michel Foucault a contestée dans son livre sur l'histoire de la folie, puisque Michel Foucault explique qu'en réalité, ces chaînes de fer dont on a libéré l'aliéné vont avoir une sorte de retour bien plus grave par une sorte d'orthopédie mentale. Et en fait, ce sont les discours qui vont être... Le discours du fou va être, au contraire, enchaîné dans celui du psychiatre. Ça, c'est une chose. Il n'en reste pas moins que Pinel a essayé quelque chose. Il a ouvert une brèche qui s'est refermée extrêmement vite avec son successeur, qui s'appelait Esquirol, et qui a posé, en réalité, les règles de la psychiatrie en France, qui est, selon la loi de 1838, qui est très fameuse, loi qui a perduré jusqu'en 1990. Cette loi de 1838 instaure l'asile, et là c'est pour ça que je ne quitte pas notre sujet, hein, l'asile comme l'instance triomphante. Esquirol disait « L'asile est un instrument de guérison ». On ne peut pas dire une chose plus à l'opposé de ce qu'est évidemment la psychothérapie institutionnelle, puisque après la guerre et après le constat, j'ai oublié de dire ça qui est très important, le constat de tous ces psychiatres de voir que l'asile ressemblait un peu trop à un camp de concentration et qu'il y avait des parallèles qu'on pouvait tracer, c'est donc ça qu'il fallait soigner. Hein. Donc Esquirol au XIXe siècle dit l'asile est un instrument de guérison. Ce que disent les gens de la psychothérapie institutionnelle, c'est l'asile rend malade, hein, bien entendu. Bon. Donc ce triomphe de l'asile a duré jusque dans les dernières années du XIXe siècle, qui voient la naissance de la psychanalyse. Donc on pourrait dire, évidemment je trace ça à très grands traits, on pourra en discuter plus tard, enfin par la suite. Une autre brèche s'ouvre, bien entendu, et là considérable, avec l'invention, si on peut dire, de l'inconscient. Et tout d'un coup, évidemment, un autre paysage complètement se dessine, jusqu'à ce que, évidemment, la guerre arrive, la Seconde Guerre mondiale, la mort de Freud, 1939, la Seconde Guerre mondiale, et finalement la psychothérapie institutionnelle, qui va aussi accompagner ce qu'on appelle la politique de secteur, c'est-à-dire une sorte de délocalisation, en quelque sorte, de l'asile et du traitement de la folie qui doit être réinscrite dans le tissu urbain. Mais ça a duré très peu de temps. Parce que très très vite, et là il y a
il y a une ambiguïté extrêmement lourde et une sorte, j'ose même pas dire d'ironie du sort, une sorte de collusion extrêmement grave entre ce qu'on a appelé d'une part l'antipsychiatrie, à ne pas confondre avec la psychothérapie institutionnelle, antipsychiatrie qui non seulement voulait détruire l'asile, mais aussi la psychiatrie en quelque sorte, et une démarche libérale, capitaliste, néolibérale extrêmement violente, qui a eu des occurrences très fortes aux États-Unis, notamment à l'ère de Ronald Reagan, où on a en effet ouvert les asiles, mais pour laisser à l'abandon tous les fous qui y étaient enfermés. Et aujourd'hui, la psychiatrie se trouve dans un état, comme je disais au début, de délabrement extrêmement grave. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce soit avec Pinel, que ce soit avec Freud, que ce soit avec la psychothérapie institutionnelle, il y a régulièrement des sortes de sursauts, de soubresauts, d'ouvertures qui aussitôt sont rabattus et refermés. Ce que je trouve extrêmement impressionnant. Et ce qui me semble être métaphoriquement illustré, bien que le travail d'Uriel n'est pas un travail d'illustrateur, mais illustré, incarné, expliqué métaphoriquement et même réellement dans l'exposition avec l'exemple particulier de Deryassine. Voilà, c'est les quelques directions que je voulais donner. Bien entendu, après, on peut discuter sur tel ou tel point, mais enfin, c'est à peu près la contribution que je voulais apporter, modeste à ce débat. Merci beaucoup. On va sans doute recouper certains points de ce qui va être dit. Enfin, en tout cas, je vais... Alors, personnellement, moi, j'ai tenté de... Mon approche, donc, en quelques jours, puisque l'expo a ouvert depuis samedi, de me poser des questions relativement à un certain nombre de sujets qui m'inquiètent, notamment le devenir, au fond, du cinéma dans ses relations avec l'art, et ça me semblait... Donc j'ai voulu interroger un petit peu l'exposition à cet égard, en essayant de suivre, disons, de façon assez précise et attentive, en refaisant comme une sorte de visite à l'intérieur de l'exposition. Donc je vais vous lire ces quelques notes. Je vais prendre une horloge pour sabrer les paragraphes qui seraient en trop. Voilà, je proposerai quelques remarques et commentaires sur la place du cinéma au sein de l'exposition. Pourquoi, en regard de la mémoire donc du village palestinien de Deryassine, lieu d'un massacre en 1948, sur lesquels s'est érigé en 1951 un hôpital psychiatrique destiné aux survivants de la Shoah, pourquoi donc convoquer le modèle du cinéma pour organiser l'ensemble des propositions plastiques et participatives de l'exposition? On ne peut qu'être frappé, en effet, par la prégnance manifeste du cinéma et sa fonction paradigmatique. Le titre donne d'emblée le ton, je viens d'en parler, Unmade Film, que l'on pourrait traduire, alors je pense que ce sera sans doute un sujet sur la traduction du terme, par film à venir, enfin film futur, mais dans lequel il est possible d'entendre l'adjectif non fait, défait. On dit d'un lit unmade bed, donc il y a quelque chose de l'ordre du défait. Quoi qu'il en soit, le terme insiste sur le procès, la fabrication, voire la promesse. Enfin, il est tendu vers un futur. Il est aussi possible d'y déceler une allusion critique ou ironique au ready-made. Il ne s'agit pas en effet ici d'un film trouvé, à l'instar du found footage, qui serait l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage, mais d'un film futur, en suspens, dont nous sont présentés à la fois les travaux préliminaires, c'est-à-dire les repérages, le storyboard, ou des éléments dissociés du film lui-même, la mise en scène, la voix off, la musique originale. On a souvent évoqué la dimension cinématographique propre à l'exposition. Parcourir une exposition revient à vivre l'expérience d'un film par l'instauration d'un parcours, d'un récit ou d'une boucle. L'allusion est ici littérale. Il s'agit moins de faire de l'exposition un film que d'exposer le processus cinématographique lui-même. Chaque pièce se réfère aux étapes de fabrication d'un film à venir, d'où leur caractère singulier et quelque peu sibyllin,
C'est précisément ça qui m'intéresse. Non seulement l'ensemble des pièces recourt souvent à une forme d'énigme, il faut en connaître le protocole pour en comprendre les enjeux et la signification, mais l'ensemble des éléments pourrait aussi donner lieu à une expérience, disons, de nature littéraire, qui présenterait des textes, des lectures, des illustrations. Le film, semble-t-il, s'est substitué au livre comme paradigme. Pourquoi ? C'est-à-dire, effectivement, on aurait pu dire que c'était un livre à venir qui rassemblerait l'ensemble des pièces, où on aurait des textes, des lectures, des photographies qui viendraient l'illustrer. Dans la dernière partie de son essai « Le livre à venir », justement, de Maurice Blanchot, l'auteur insiste sur l'intérêt manifesté par nombre d'écrivains sur le procès au lieu de l'œuvre, c'est-à-dire l'exposition des fragments, des esquisses, et s'interroge sur le devenir paradoxal, voire négatif de la littérature. Il écrit, et je substituerai au terme littérature le terme cinéma, je cite, « Mais précisément l'essence du cinéma, c'est d'échapper à toute détermination essentielle, à toute affirmation qui le stabilise ou même le réalise. Il n'est jamais là. Il est toujours à retrouver ou à réinventer. Il n'est même jamais sûr que le mot cinéma ou le mot art répondre à rien de réel, rien de possible ou rien d'important. » Fin de citation. Il me semble que Unmade Film réalise ce programme. On peut s'interroger sur le rôle donné au film dans l'exposition à travers, d'une part, la dissémination de ces éléments constitutifs, donc tous les éléments, toutes les étapes de la fabrication d'un film, mais aussi, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, la relation entre cette forme éclatée et le récit, possible ou impossible, d'une situation contemporaine. Assurément, cette dissémination renvoie à la situation d'un lieu détruit, effacé, voire invisible. Il s'agit d'évoquer une mémoire enfouie, refoulée, par l'instauration d'un temps futur, prophétique, selon un renversement de l'axe temporel où le futur du film éclairerait le passé d'un lieu. Sans doute, alors pour rentrer dans l'exposition, une sorte de cartographie, la voix off offre-t-elle une balise ou un jalon déterminant pour guider le visiteur. Elle occupe un lieu protégé au centre de l'exposition, dans une salle blanche aux lumières mouvantes qui ne communique pas avec les autres espaces, renvoyant un film imaginaire ou radiophonique qui rappelle certaines expériences de l'avant-garde. On peut remarquer l'importance de l'adresse au spectateur à travers l'usage de l'impératif et des nombreux déictiques. Je cite, j'en ai relevé quelques-uns. « Montons ces marches, tournez, touchez, montons sur le toit. Regardez comme la vue est bonne. Voyez les piliers qui soutiennent le bâtiment. Vous pouvez voir. Voici la ville que je voulais vous montrer. Regardez derrière le distributeur. » La voix montre ce qui ne peut être vu. Elle présentifie une absence, confrontée aux rares traces du village de Der Yassin, mais accusant également le caractère spectral de la visite. Sans doute pourrions-nous insister sur le caractère fantomal de cette visite, qui rappelle les analyses de Jalal Toufik sur la nécessaire résurrection d'une tradition suite à un désastre démesuré. Là, on est vraiment dans un effort de résurrection. Sitôt sorti de la salle, dès qu'on sort d'un côté ou de l'autre, le spectateur est en quelque sorte livré à lui-même. Il doit déchiffrer chacune des pièces et relier les fragments à un tout qui lui est soustrait, ce tout étant ce film à venir. L'exposition est-elle comparable dès lors à un rébut ? Je me suis posé la question. Devons-nous procéder à un effort de remplacement des données pour pouvoir les interpréter ? De fait, nous devons nous livrer à une interprétation des signes, rendue toutefois possible par la disposition spatiale qui permet d'opérer des rapprochements et des raccords. Selon où on est situé, on peut voir plusieurs pièces en même temps. Les étapes successives de la fabrication du film sont données de manière simultanée. C'est ce que réalise l'exposition, en fait. C'est le passage du successif de la fabrication du film à la simultanéité de la visite. J'ai été frappé par la sorte de devinette visuelle de la pièce intitulée « The Staging », la mise en scène, qui montre des corps a priori immobiles. S'agit-il de photographie ? Le film met en scène des tableaux vivants au cours desquels affleurent la rencontre, la proximité, la violence. S'agit-il d'un film, au sens littéral, assurément ? La lumière vibre, les corps tremblent légèrement. Mais la disposition scénographique, les poses hiératiques, la sorte de prosénium dessiné par l'arcade, l'alcôve et le banc, accusent l'immobilité et renvoient à la relation entre le fixe et le mobile qui caractérise précisément le cinéma. Film en acte, en un sens, comme si les modèles actualisaient un film. Les corps forment-ils une manière d'alphabet ? Renvoient-ils à des scènes enfuies ou révélées lors des ateliers de théâtre inspirés, nous apprend le catalogue, des techniques de théâtre participatif d'Augusto Boal ?
S'agit-il de rejouer, de reconstituer? Il ne s'agit pas ici de reenactment au sens strict, mais d'une sorte de figuration abstraite ou schématique. Comment raconter, comment dire ce qui a disparu, comment activer, voire performer une mémoire. Le recours à la fabrication du film comme paradigme est familier à l'art contemporain, qui explore à la fois la part de promesse du médium, mais aussi son extension et son élargissement. Le médium du cinéma s'est dissocié de son socle, de son dispositif, et emprunte d'autres avatars. Voilà un petit peu, disons, l'une des idées des questions qu'on peut se poser en visitant l'expo, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit encore de cinéma? Enfin, pourquoi effectivement la référence au film, hein, mais est-ce qu'il s'agit encore de film? Je citerai les travaux passionnants de Pavel Levy sur le cinéma par d'autres moyens, c'est le titre de son livre, Cinema by Other Means, qui recherche par exemple dans le collage, le scénario poétique, la sculpture ou la performance des expériences filmiques à part entière. Un collage ou une performance sans un film. L'idée, ce n'est pas de retrouver des influences du cinéma, mais de penser que quelque chose comme un film a pu s'actualiser dans une autre forme et que le cinéma s'est totalement déplacé et dissocié de son dispositif technique. On peut aussi s'intéresser au film papier, c'est-à-dire au document comme film, qu'il s'agisse d'un scénario ou d'une partition. La question de la partition est, je trouvais, très intéressante là dans l'exposition. Ou à ce que le critique Morad Montazami nomme la scriptologie, une science des œuvres à venir, une science qui s'intéresserait à l'étude des scripts dans leur double temporalité, passée, puisqu'ils existent comme objets dans le temps, et en devenir, puisqu'on les lit à travers ce qu'ils auraient pu être, ou ce qu'ils vont devenir. Sans doute, Unmade Film est-il un avatar de cette science, de la scriptologie, de l'étude du script. L'exposition offre, à travers ses fragments et ses documents, au-delà de la seule pièce The Script dont on parlait, qui est constituée de ces mots, de ce vocabulaire, disons, tiré de la science psychiatrique, l'exposition offre une sorte de script élargi. Je pense que l'ensemble même des pièces pourrait être considéré comme des scripts. Dans un texte écrit en 1965, qui me semble assez déterminant pour cette exposition, le scénario comme structure tendant à être une autre structure, texte de Pasolini. Pasolini s'intéresse au statut paradoxal du scénario. Il oppose dans ce texte le procès à la structure. En 1965, donc on est en pleine querelle structuraliste et sémiologique pour les gens qui s'intéressent au cinéma. Le scénario ne doit pas être pensé comme une structure, dit-il, mais comme un véritable procès, c'est-à-dire une structure morphologiquement en mouvement. Le scénario renvoie en effet un texte qui a perdu son autonomie littéraire pour être lu dans l'optique d'un film à venir. Dès lors, je cite Pasolini, non seulement le signe du scénario exprime, au-delà de la forme, une volonté de la forme d'en être une autre, c'est-à-dire qu'il capte la forme en mouvement, un mouvement s'achevant librement et de diverses manières dans l'imagination de l'écrivain et dans l'imagination collaboratrice et sympathisante du lecteur, qui coïncide librement et de différentes manières. Fin de la citation. Donc, ce double mouvement me semble aussi caractériser l'exposition. Cette position est claire. Par exemple, les travaux de Pasolini préparatoires à ses films, notamment la série des Appunti, qui participent de cette pensée du non finito. C'est sans doute l'une des raisons qui explique la présence de Pasolini dans l'exposition, à travers son film réalisé en 1965, Repérage en Palestine pour l'Évangile selon saint Matthieu, où le cinéaste fait part de sa déception pratique. Les propos sont cités dans l'exposition. Mais elle renseigne également sur la manière dont le script se retrouve aujourd'hui investi par des artistes en jouant d'une temporalité paradoxale entre l'oubli et la promesse. Je pense par exemple au film de Otolith Group, à partir d'un script non réalisé de Satyajit Ray, ou aux travaux de Graham Thompson et Silvia Malioni sur le script de Félix Guattari, d'un film non réalisé qui s'appelle Huic. Comme si l'art contemporain explorait des puissances du cinéma laissées en jachère sur la forme de scripts non réalisés. Mais contrairement aux exemples cités ici, qui consistent à prolonger le devenir d'un script d'un film non réalisé, il n'y a pas ici de reprise ou de prolongement d'un script initial, au sens littéral. Sinon, peut-être, à considérer le trauma comme un script refoulé, à savoir ici la destruction d'un village par l'armée israélienne en 1948. Faut-il en effet interpréter ces faits historiques à la manière de script, c'est-à-dire que je
pense qu'on pourrait déplacer le script, puisque en fait ce que je cherche c'est effectivement cette relation entre l'exposition et le film. Donc est-ce que le script serait l'élément de traduction entre la réalité qui est explorée dans l'exposition et le modèle du cinéma? Unmade Film propose un effort d'anamnèse qui prend en compte l'effacement et le refoulement. Ce qui me frappe, c'est que le film comme objet fini, comme objet disons traditionnel, ne semble plus en mesure de rendre compte de l'événement. Unmade Film accuse une sorte d'indécidabilité de l'événement. On sait pourtant que le cinéma s'est souvent confondu avec un programme utopique ou révolutionnaire, précisément qui tentait de rendre compte, voire de dépasser, de prendre la relève de l'événement. Dziga Vertov, par exemple, parle du déchiffrement communiste de la réalité à propos de son travail du montage. Et on trouve chez Serge Danet, par exemple, beaucoup de liens entre le cinéma et le communisme. Je cite, « Transcender les nationalités et promettre, le cinéma promettait un accès au monde indifférencié, celui des hommes, de tous les hommes, tandis que le communisme promettait une libération graduelle de l'espèce humaine. » Fin de citation. Il semble désormais qu'un film ne puisse plus subsumer le réel. Par exemple, sous la forme d'un documentaire qui viendrait relater l'événement en faisant la part des points de vue, ou en élisant au contraire un point de vue particulier, ou en mettant en jeu de façon très critique l'impossibilité même de définir un point de vue. La tâche critique propre au documentaire est ici investie par le procès du film. Unmade Film ne relève pas, à cet égard, du cinéma d'exposition, mais expose le cinéma comme document. Ce sont des documents qui doivent être activés, d'où sans doute la dimension participative de leur production, qu'il s'agisse des enfants palestiniens dessinant un storyboard à partir d'un autre fait historique, ou des participants aux ateliers de théâtre. S'agit-il de documents performatifs, à l'instar, par exemple, du guide, du narrateur, qui performe la visite pour le spectateur. On a vraiment un sentiment d'un énoncé performatif dans cette pièce vocale. Le film est performatif d'une certaine façon. Il est accusé par ses différents énoncés. Ce sont les énoncés qui performent un film qui est réalisé dans son énoncé. Les pièces, je me suis posé la question si elles fonctionnaient chacune comme des énoncés. Alors, en reprenant effectivement, pour suivre les références foucaldiennes, la définition que donne Foucault dans l'archéologie du savoir sur le terme d'énoncé, une sorte d'atome du discours, et il dit, et ça me semble d'une façon presque décrire l'exposition, il n'y a pas d'énoncé qui n'en suppose d'autres. Il n'y en a pas un qui n'ait autour de soi un champ de coexistence, des effets de série et de succession, une distribution de fonctions et de rôles. Si on peut parler d'un énoncé, c'est dans la mesure où une phrase, une proposition, figure en un point défini avec une position déterminée dans un jeu énonciatif qui la déborde. Fin de citation. Et il me semble que, à la fois, la nature des énoncés performatifs de l'exposition me semble qualifier un petit peu peut-être leur nature, mais aussi l'espèce de constellation qui est faite au sein de l'exposition. Je termine, j'en ai plus pour longtemps. Dans Le malaise dans la culture, Freud compare le paysage psychique à la ville de Rome, qui aurait conservé l'ensemble de ses constructions, où rien, écrit-il, de ce qui s'est une fois produit ne se serait perdu, et où toutes les phases récentes de son développement subsisteraient encore à côté des anciennes. Comme si, dit-il, sur le Palatin, les palais impériaux de Septime Sévère s'élevaient toujours. Sur le plan psychique, ajoute-t-il, c'est sa proposition, au début, ça ouvre le livre, le passé n'est pas nécessairement exposé à la destruction. Si le lieu peut être détruit, le psychisme garde les traces. La métaphore de Rome traverse l'exposition en diverses manières. Ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, au fond, c'est aussi une exposition sur Rome quelque part. Il s'agit d'explorer le village de Yerdacine comme un palimpseste ou un lieu stratifié ayant conservé intactes les traces de son histoire. C'est du moins ce qu'essaye de faire avec les difficultés le guide qui nous fait visiter le lieu. Autour de cet épisode traumatique, l'exposition évoque la souffrance psychique des survivants et des descendants, mais également des patients d'hôpitaux psychiatriques. Donc le paysage décrit est à la fois physique et psychique. Mais Rome est présente également dans l'exposition à travers le dialogue imaginaire entre Pasolini et Smithson.
Dans la pièce qui ouvre l'exposition, intitulée The Reconnaissance, donc qu'on pourrait traduire par les repérages, on peut entendre un dialogue imaginaire entre le cinéaste italien et l'artiste américain. Les propos de Pasolini sont tirés, comme la référence précédente invite à le penser, sont tirés de la bande sonore des repérages en Palestine, où Pasolini exprime à la fois sa déception face à la modernité des lieux et en même temps son enthousiasme sur le plan spirituel, tandis que ceux de Robert Smithson sont tirés pour la plupart de son texte Une visite au monument de Passek. Passek a-t-elle remplacé Rome en tant que ville éternelle, c'est le deuxième membre du texte. On connaît les circonstances de ce texte où l'artiste visite cette banlieue dans le New Jersey en proposant à travers l'architecture des lieux vernaculaires et industriels, qu'il appelle des ruines à l'envers, une sorte d'archéologie imaginaire de la vie future. Si le paysage archaïque de l'un, le souhait de Pasolini de trouver un monde pré-chrétien, pré-capitaliste, si le paysage archaïque de l'un est dévoré par la modernité, puisqu'il se plaint sans cesse que dans ces paysages, des immeubles ont été construits, la banlieue industrielle de l'autre accuse au contraire la ruine. Le choix d'un dialogue entre un artiste et un cinéaste, donc c'est intéressant pour ouvrir l'exposition, puisque ça induit d'emblée une sorte de dialogue entre, disons, le cinéma et l'art contemporain, tous deux pris dans une fourche temporelle mais contraire, résume de manière éloquente le défi de l'exposition. Der Yassin s'est-il substitué à Rome? Mais, autre question, la métaphore ou la comparaison, l'idée, la proposition de Freud est-elle encore valide dans le cas, par exemple, ici, d'une situation post-traumatique? N'avons-nous pas affaire à un paysage psychique lacunaire, discontinu, objet, selon Freud, d'une étrange exception? Il dit le fait que des éléments soient détruits sur le plan psychique relèverait d'une étrange exception. En exposant le film sur la forme de fragments et d'études préparatoires, en dissociant les unités élémentaires du film, en insistant sur le travail des lacunes et des intervalles, c'est ce que vous releviez, Unmade Film opère-t-il comme un agent de conversion ou de traduction d'un paysage psychique discontinu? Et, de ce point de vue-là, le film impossible est-il devenu peut-être une métaphore d'une situation post-traumatique? Voilà, une question que je vous adresse d'une certaine façon. Voilà. Merci beaucoup pour les deux propos très intéressants et aussi spécifiques par rapport à vos intérêts et votre travail. Peut-être je pourrais juste dire aussi, je pense que ça serait bien d'ouvrir la discussion de toute façon, mais je pourrais peut-être juste dire quelque chose sur cette question de Unmade Film qui est posée dans les deux propos. Et en fait, c'est vrai qu'en fait, c'est exactement les deux sens du mot en anglais, unmade, qui m'intéressait par rapport à ça, que c'est un film qui n'est pas encore fait, donc il y a un avenir, mais ça peut aussi être un film qui est défait, qui est fragmenté après coup. Donc il y a déjà les deux temporalités, disons, dans ça, et c'est exactement cette suspension qui m'intéressait. C'était pour moi clair dès le début que c'est impossible de faire, ou après un temps de recherche, c'était devenu clair que c'est impossible de rassembler un film qui sera fait, qui sera complet, qui se présente qui se présente en totalité. Donc cette structure, c'est vraiment venu de ça. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est presque c'est par rapport à la terminologie de la psychanalyse, c'est la catharsis qu'un film qui sera fait peut produire, que ça présente une histoire et il y a une clôture et on s'en sort. Et pour moi, c'était clair que cette histoire, c'est pas seulement l'intérêt de comprendre le passé et de comprendre ces lieux et les couches de l'histoire, mais c'est aussi de comprendre cette continuation, comment ça continue dans le présent.
Donc il fallait cette ouverture qui doit être faite au présent. Et en fait, ça a un lien vraiment avec cette idée du scénario en tant que structure qui veut être une autre, dont vous avez parlé. Et ce qui m'intéresse en fait dans cette idée, c'est que c'est cette idée de participation, qu'en fait, s'il y a un scénario, s'il y a des éléments présentés en tant que tel, c'est le spectateur doit faire le travail de rassembler et de mettre ça en place. Donc il y a une sorte, c'est pas seulement la participation, mais Pasolini, il parle aussi des accomplices. Donc c'est des complices dans le travail. Donc il y a un côté éthique qui est ouvert par rapport au spectateur, qui doit continuer de faire le travail. Je peux poser une question ? Oui, bien sûr. Parce que je vais un peu prendre une autre... Enfin, ça m'intéresse beaucoup d'une façon presque, je dirais, comme symptôme que le film ne puisse plus répondre à cette attente. Mais pourquoi ? C'est-à-dire, parce que dire que le film a une dimension cathartique, c'est vrai pour certains films, mais il y a des films brechtiens, il y a des films critiques, il y a des films qui au contraire, développent une part critique très, très profonde. Donc, qu'est-ce qui fait... Ça m'intéresse beaucoup, mais en même temps, ça me questionne. Qu'est-ce qui ferait qu'à un moment, l'expérience du film elle-même ne pourrait pas répondre à la situation ? On comprend bien pourquoi il y a une cohérence très grande du projet, mais en même temps, il y a ce modèle du film qui n'est pas accompli. Oui, je pense que c'est par rapport à l'objet singulier que ça serait, qu'il y aura un objet, même s'il y a des approches fragmentaires dans cet objet, ça représenterait un objet singulier qui traite de tout en soi et qui crée quand même un cadre, une sorte de totalité, même si c'est éclaté, mais c'est quand même un objet. Et pour moi, c'était impossible de créer quelque chose par rapport à cette histoire, par rapport à ce lieu, qui a une totalité. Et je pense que c'est aussi par rapport à un paradoxe ou un problème, une aporie qui est au centre du projet, c'est exactement ces deux traumatismes qui se rapprochent, qui sont... Et donc c'est très difficile de parler dans la même phrase, parce qu'il y a des problèmes de comparaison, il y a des problèmes, on ne peut pas comparer une souffrance à une autre, une histoire, un traumatisme à une autre. Et donc, pour moi, c'était impossible de créer un cadre qui les rassemblait comme ça, qui crée... J'ai le sentiment que dans tout ce qui est dit, on tourne autour de la même chose, qui est à la fois une histoire de superposition. C'est très beau la phrase de Freud que vous avez citée. Freud emploie aussi cette image célèbre de la tablette de cire, sur laquelle on grave certaines choses, comme dans la mémoire, et elles s'enfoncent, elles disparaissent de la perception, mais elles restent dans le fond de la mémoire. Donc la perception disparaît, mais la mémoire reste, même si elle n'est pas convocable. Je crois que c'est très important dans des histoires de traumatisme, précisément, de ce qui est refoulé et ce qui fait retour. Alors, il y a une superposition dans le sens où un hôpital psychiatrique vient littéralement occuper un village massacré. Donc on a bien, et puis il y a eu le mot de palimpseste, il y a eu le mot de couche, de strate, etc. Et en même temps, dans la fabrication de l'exposition, il y a quelque chose de l'ordre de la fabrication, même si c'est handmade, c'est fabriqué, c'est comme on est dans une sorte d'atelier, en quelque sorte, où il y a ce que je dirais être le contraire d'une superposition, et qui est à la fois un éparpillement et une juxtaposition, ce qui spatialement est à peu près le contraire, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça, mais on est dans une forme d'éclatement. Et moi j'ai été très sensible à ça, l'image, le son, le texte.
hein, et l'objet d'ailleurs. Il y a la petite bouteille d'huile dont j'ai demandé la signification. Voilà. Donc il y a cette fragmentation, j'ose pas dire dissociation, parce qu'en psychiatrie c'est un terme qui est quand même trop attaché enfin trop assimilé au processus schizophrénique, mais enfin disons une forme de morcellement dont je comprends bien que le spectateur pris dans les raies de cet éclatement doit lui-même reconstituer à sa façon et comme il le souhaite. En fait, il y a une grande part de liberté pour le spectateur là aussi, y compris dans sa, comme moi qui suis incurable de ce point de vue-là, y compris dans sa recherche du fait historique. Hein. Je pense que c'est très incorporé au projet. Mais moi, enfin, ça m'a beaucoup frappé, cette idée de décalage entre les deux, de superposition réelle. Hein. Oui, je pense que ça vient peut-être presque d'une critique historique ou d'une critique à l'histoire ou à l'archéologie classique qui regarde ces couches et qui crée une sorte de ligne ou de linéarité historique ou chronologique où justement on regarde les couches, on regarde les événements et après on crée cette chronologie des événements, ce qui s'est passé un après l'autre. Et ce qui m'intéressait par rapport à cet éclatement, c'est justement qu'il y a la simultanéité. Il y a les couches, en fait, ils sont un à côté de l'autre, une à côté de l'autre, et ils deviennent présentes en même temps. Donc il y a pas la logique de la linéarité historique, disons. Donc il y a le à côté. Est-ce que cette linéarité historique, tu l'assimiles au processus cinématographique qui impose en quelque sorte un récit? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a toujours, même s'il y a un éclatement, il y a une linéarité de déroulement du projecteur, il y a une fluidité, il y a une linéarité où le film est présenté linéairement. Et je pense que c'est bien qu'on peut jouer, on peut expérimenter, on peut éclater ça, il y a un questionnement sur ça. Donc ça joue aussi, oui, ça a à voir avec ça. Parce qu'il y a aussi cette idée de ce qu'on appelle, alors je me tourne vers le spécialiste, mais le temps écranique et le temps diégétique, hein, qui là aussi sont littéralement séparés. Hein. Et dans cette séparation, j'ai vu aussi des trous, des silences à combler ou pas d'ailleurs. Hein. C'est aussi après tout. Oui, pour moi, le silence et les trous, c'est aussi important que ce qui est dit et ce qui est montré. Et ça fait part du problème de la représentation qui pose ce lieu. C'est clair. Et pour intégrer ça, aussi, c'est important pour moi de donner la place, justement, aux spectateurs qui peuvent se retrouver une place dans ces trous, dans ces espaces. Je ne sais pas si on met la lumière et on peut continuer en... Nous, on ne vous voit pas, mais j'imagine que vous nous voyez. Oui. C'était très intéressant. J'aimerais juste en fait retourner ou en fait souligner peut-être un point qui me semble important, et c'est Auriel, quand tu as parlé en fait du lien entre Unmade Film ou le film en partie et une espèce
pas une critique, mais cette espèce de ne pas vouloir un objet singulier. J'ai pensé qu'il y a quand même aussi, à mon avis, ce qui est aussi très très fort, c'est l'idée de la temporalité, c'est-à-dire que c'est un... Et si on veut faire le lien à l'histoire du cinéma ou au cinéma comme ça, je pense presque plutôt à le cinéma expérimental des années 60. Tu as les espaces de performance avec des bouts de film qui n'ont pas de début et pas de fin. Et en fait, de dire que le film est fini, c'est comme de dire qu'on est post-trauma. Et je pense, là, il y a des liens très forts entre justement ce qui était dit sur les traumas et le cinéma et de l'objet singulier. J'aimerais juste peut-être souligner ça. Et comme je connais un tout petit peu les recherches, je pense que ça pouvait être intéressant si tu dis deux, trois mots là-dessus. Oui, c'est vrai. Il y a en fait, au début de mes recherches, j'ai déjà commencé à parler avec des psychologues à Ramallah et à Jérusalem. Ce qui m'a frappé, c'est dans une des conversations, en fait, on a parlé de la terminologie sur les traumas. Et il y a cette idée dans la terminologie contemporaine de post-traumatic stress disorder. Donc, c'est les conditions du post-trauma. Et la plupart de la littérature, elle traite de ça. Et en fait, les psychologues là-bas ont parlé, ont eu une sorte de critique sur ce terme, parce que la situation n'est pas post. Il y a une continuation de la situation. Donc, il y a un questionnement sur la temporalité des symptômes et aussi du traitement. Le traitement n'est pas post, n'est pas après. Donc, il y a une simultanéité dans le traitement psychiatrique ou psychologique. Donc, en fait, c'est aussi ces questions-là au cœur des traumas, en fait, au cœur de la temporalité de trauma qui éclate, c'est avant et après, qui est un toujours, qui était important pour moi par rapport à la forme qui a pris l'exposition et l'ensemble des œuvres. Et ça, c'est intéressant pour moi aussi par rapport à, justement, les questionnements de la psychothérapie institutionnelle qui éclatent peut-être aussi où est l'institution, où ça commence et où c'est fini. C'est pas nécessairement la question de la temporalité des symptômes, mais les questions de l'institution spatialement. Ça commence où les malades, ou la maladie, c'est aussi l'institution, c'est pas seulement les patients, mais c'est aussi la société autour. Et ça, c'est intéressant pour moi par rapport à l'histoire et l'historique, justement, par rapport à un lieu comme Dir Yassin, qui aussi éclate ses limites, en fait. Et il y a une sorte de folie qui est bien en dehors de cet hôpital. D'ailleurs, ce qu'on appelle par contraction le PTSD, le fameux Post-Traumatic Syndrome Disorder, c'est surtout, en fait, c'est essentiellement dans des histoires de guerre, en réalité. Hein. On l'a vu beaucoup ressortir au moment de la guerre en Irak, en Afghanistan, etc. C'est surtout... Parce que sinon, tout est post-traumatique, hein, en quelque sorte, ou rien ne l'est. Enfin, alors, évidemment, je ne sais pas si tu as un nom pour ce mur où il y a les diagnostics, là. Il y a un nom ou pas? Non, c'est juste... Le script. Le script, ouais. Voilà. Le script, justement, moi, ça m'a fait beaucoup penser, évidemment, à cette critique qu'on adresse aujourd'hui à la psychiatrie, qui est de se référer uniquement au fameux DSM-5, hein, donc c'est le fameux manuel où sont recensées les maladies dites mentales. Et là, évidemment, ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble beaucoup à ça dans le sens où ce sont uniquement des termes, des symptômes qu'on isole, qu'on plaque en quelque sorte sur une situation
Mais précisément, alors là, c'est tous les trous qu'il faut remplir, parce que là, le récit psychiatrique est absolument indispensable, psychanalytique est absolument indispensable pour parler de ça, de chaque, évidemment, cas singulier par rapport à un événement ou une histoire, justement. Et ça, j'ai trouvé très, très frappant dans l'exposition. Comme un écho à une situation réelle, hein, de la psychiatrie aujourd'hui. Peut-être une autre petite question. Éric Belot parlait de palimpseste, de strate. On a beaucoup parlé de l'histoire de ce lieu. En fait, Uriel, tu travailles aussi par couche, par strate dans ce projet, puisque en fait, il y a 3 expositions, 3 états, puis il y en aura une 4e avec disons la version finale du catalogue. Donc, exposition à Al-Mamal à Jérusalem, exposition ici au CCS, exposition au Complice à Zurich. Est-ce que tu peux peut-être parler un petit peu plus de ta manière de travailler qui presque qui réplique ou qui répond à ta manière d'apprivoiser une situation historique? Oui, je pense qu'il y a aussi plusieurs étapes ou couches par rapport au développement du travail, où je commence par des recherches, des fois presque historiques, qui sont des interviews, qui sont des visites des lieux, donc là j'ai parlé avec des historiens, avec des gens qui travaillent à l'hôpital, des survivants du massacre. Et après, il y a tout un processus de traduction, disons, à travers lequel les œuvres ou les éléments se construisent. Et la recherche continue, donc aussi les conversations avec les psychologues. Et pour moi, c'était important que le travail, il n'est pas créé dans un moment. C'est quelque chose qui est créé en dialogue aussi avec beaucoup d'autres personnes et avec différents processus de collaboration avec les gens des workshops, les acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels, avec les enfants, avec d'autres personnes, avec les musiciens. Et qu'à chaque étape, il y a des nouvelles questions qui s'ouvrent, il y a des nouvelles. Donc c'était pas du tout clair dès le début qu'il y a tous ces éléments, il y avait pas un plan. Et donc c'est la même chose par rapport aux expositions dont tu parles. Ça commence avec une étape à Jérusalem où certaines œuvres sont déjà exposées. Et ça continue ici, et à chaque fois, les œuvres sont repensées par rapport aussi au lieu, par rapport au lieu, ça veut dire le lieu, les locaux d'exposition, mais aussi par rapport au contexte, et ce qui fait sens dans ce contexte. Et les œuvres restent ouvertes, donc c'est pas fermé. Et la publication, elle reflète ça, en fait, que à chaque fois, il y a des nouvelles propos qui sont ajoutés. Et ça continue jusqu'à la fin de l'année, en fait, de se renouveler. J'avais une question par rapport à la pièce qui semble la pièce principale, ou la pièce centrale, qui s'appelle la voix off, The Voice-Over. Et à la fois, on a parlé d'un film qui pourrait être un film critique, mais il y a quand même un effet très fort, d'une part, de dramatisation, avec cette confrontation dans un espace blanc, immaculé,
Le toit, c'est pas, je dirais pas que c'est une chapelle, mais il y a quelque chose quand même d'assez fort, cette confrontation-là. Et puis, en même temps, le choix, le parti pris d'un ton et d'un type de discours qui est celui du guide, et qui apporte au contraire une forme de distanciation et de dédramatisation. On va savoir comment s'est fait ce travail sur le son, sur la voix, le travail avec la voix. Alors, par opposition, la partie reconnaissance, on a l'impression au contraire que les acteurs sont des non-acteurs qui lisent le texte, alors que là, il y a vraiment, sans que ce guide soit vraiment, enfin, c'est un travail de comédien, on sent qu'il y a quand même un effort pour aller dans cette... dire vraiment le texte et l'interpréter d'une certaine façon. Et l'autre question, ce serait la façon dont la voix circule dans l'espace. À quoi ce travail du sound design, quand j'ai visité l'exposition la première fois, je me suis demandé s'il fallait que je me trouve au centre, si c'était une façon de circuler ou de distraire l'attention, ou si c'était au contraire une façon de capturer, de distraire le visiteur. Comment ça s'est fait, ce travail aussi avec le sound design? Voilà, il y a à peu près 2 questions sur cette pièce centrale, qui me semble qui est aussi d'ailleurs la pièce, je crois, en durée, c'est ce qui est le plus long et le plus important peut-être. Donc pour la première question, c'est vrai que la voix elle joue un rôle très différent dans The Reconnaissance, l'opéra, dans la voix off, et j'ai travaillé avec des acteurs pour faire en fait une version française de cette pièce. Et pour moi, il y a un scénario, et c'est les 3 voix, et c'était clair que je voulais une sorte de parole, comme ça. Tandis que le rôle du guide, c'est pas nécessairement un professionnel, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est un guide professionnel ou qui est un acteur professionnel. Donc là, en fait, la voix, c'est la voix d'un cinéaste, Michel Khlefi. Donc il y a un autre enjeu. Par rapport à l'espacement, pour moi, j'ai choisi d'utiliser la salle et les 8 haut-parleurs pour créer vraiment une situation spatiale, parce que j'ai déjà parlé de ça et on a parlé aussi de ça. C'est en fait ce transfert de la temporalité de l'histoire vers une spatialité. Même si elle n'est pas visible, il y a cette visite, et c'est pas une source de son. Ça remplit l'espace, et le son, il y a une sorte de voyage du son, de la voix. Donc, pour moi, c'était important de recréer une sorte de spatialité pour cette pièce. La première fois que je l'ai présentée, en fait, c'était près de Ramallah, et c'était pour écouteurs. Donc c'était une pièce qui était personnelle, et les gens pouvaient se balader dans un village ruiné mais reconstruit près de Ramallah. Donc c'était une situation très différente où il y a un contexte, et on voyage avec la voix, on bouge avec la voix. Donc il y avait pour moi une question: comment on peut traduire ça dans un autre lieu, un autre contexte, il n'y a pas l'air, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas le lieu autour sur lequel on peut projeter ce qu'on entend. Donc c'était vraiment cette idée de traduction, ce moment dans une spatialité où il y a très peu d'éléments, mais ces éléments peuvent quand même créer quelque chose. Donc il y a la lumière qui tombe lentement à travers la pièce, et il y a cet éclatement de la voix, ou ce voyage de la voix. Donc aussi par rapport aux spectateurs qui doivent bouger normalement, ou qui ont une sorte de expérience de mouvement quand même, et c'est pas juste une source.
On vous invite. Merci. Merci à vous. Merci à vous.